Imaginons une adolescente de 16 ans. C'est la vedette du plus gros succès cinématographique de son pays. Tout le monde l'adore, son visage est absolument partout. Ouais, l'idole de toute une génération, quoi. C'est ça. Et pourtant, pour avoir le droit de choisir son prochain rôle, elle doit payer une rançon d'1 million de francs à ses propres patrons. 1 million? C'est juste énorme. Ah mais c'est délirant. En fait, elle doit s'endetter sur des années pour racheter sa propre liberté, juste pour avoir le droit de posséder son propre reflet. Bon, décortiquons tout ça. Je suis prêt. Parce que c'est exactement ce qu'a vécu Sophie Marceau au début des années 80. Et aujourd'hui, on fait une grande plongée au cœur d'une pile de sources assez fascinante. On a de tout d'ailleurs. Ouais. On a une analyse socio-historique de l'industrie du cinéma français, des articles de presse allant de 2015 jusqu'au récent développement judiciaire de 2024 et 2026 autour de Gérard Depardieu. Et on a aussi plusieurs essais vidéo très pointus qui documentent les prises de parole de l'actrice. Et le fil rouge de toutes ces sources, c'est vraiment la déconstruction d'un mythe. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette femme, qui a 59 ans aujourd'hui et qui a si longtemps été étiquetée comme la petite fiancée des Français, a une liste très claire d'hommes et d'institutions à qui elle refuse catégoriquement de pardonner. Une liste noire, en quelque sorte. C'est ça. Et ce qui est crucial, tu vois, c'est que la société a super souvent tendance à étiqueter ce refus de pardonner comme de l'amertume ou genre une rancœur mal placée. Oh oui, la fameuse femme amère. Voilà. Mais quand on se penche sur les mécanismes de pouvoir, on réalise que ce non-pardon est un véritable acte politique. C'est une stratégie de survie, d'émancipation, face à un système qui a toujours cherché à la déposséder d'elle-même. Et ce qui me frappe d'emblée dans nos documents, c'est le point de départ de cette dépossession. En fait, on remonte à 1980. Le film La Boum sort au cinéma. Un raz de marée culturelle absolu. Totalement, Sophie Maupoux devient Sophie Marceau. Elle a 13 ans, et elle est soudainement propulsée au sommet. Mais derrière la magie de l'écran, il y a une réalité administrative qui est glaciale. Les contrats de l'époque ? Ouais, elle signe avec la Gaumont. Le studio est dirigé par des figures très puissantes comme Daniel Toscan-Duplantier et Claude Berry. Et c'est pas juste un petit contrat de travail classique, hein. Ah non, c'est un verrouillage total de son destin. Mais comment c'est possible ? Enfin, comment est-ce qu'une industrie pouvait avoir une telle emprise légale sur une enfant ? Je suis choquée. Il faut bien comprendre le fonctionnement des studios à cette époque-là, surtout face à un phénomène financier aussi inattendu. C'est-à-dire ? Quand un studio découvre un talent qui génère de tels profits, la logique n'est absolument pas celle de l'accompagnement artistique. C'est la rentabilisation d'un actif, pur et simple. Une machine à cash, quoi. C'est ça. Les contrats d'exclusivité étaient rédigés pour que la Gaumont contrôle tout. Les rôles qu'elle devait accepter, le calendrier de ses tournages et par extension son image publique. Donc à 13 ans, elle est même pas considérée comme une jeune artiste en formation ? Pas du tout. L'industrie l'aperçoit vraiment comme une propriété intellectuelle monnayable. On est dans un autre film, L'amour braque. Avec le réalisateur polonais Andrzej Jouvolawski. Voilà. Et face à son refus, la sanction de la Gaumont est implacable. Le studio exige qu'elle rachète son propre contrat exclusif pour 1 million de francs de l'époque. Une somme astronomique. Attends, mais comment une gamine de 16 ans peut trouver une somme pareille ? C'est le genre d'un montant qui te force à la banqueroute avant même d'avoir commencé ta vie d'adulte. Elle a dû emprunter. Elle a dû s'endetter très lourdement et sacrifier toute la sécurité financière de ses premiers succès. C'est fou de devoir payer pour s'appartenir. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette sanction a une fonction très précise. Faire un exemple. L'industrie cinématographique de l'époque fonctionnait sur la docilité de ses étoiles. Donc c'était pour faire peur aux autres aussi. Exactement. Le studio cherchait pas juste à récupérer de l'argent, il voulait la briser financièrement pour la ramener dans le rang. Et l'analyse historique montre très bien que cette dette initiale, ce rachat d'elle-même, c'est le péché originel. Le fameux point de rupture. Ouais, c'est ce qu'elle ne pardonne pas. C'est la naissance de sa méfiance viscérale envers les institutions. Et c'est pour ça que la Gaumont est le premier nom sur sa liste des choses impardonnables. Elle a payé au prix fort ce droit de s'appartenir. Et le pire, c'est ce qui arrive juste après. Bah oui, l'ironie tragique dans tout ça, c'est qu'on pourrait imaginer qu'elle a enfin trouvé la liberté, sauf que les sources montrent exactement l'inverse. Elle a perdu son bouclier. C'est ça. En filmant le studio pour des rôles plus exigeants, elle a perdu cette protection institutionnelle. Et ça l'amène direct en 1985 sur le plateau du film Police. Elle a 18 ans et elle tombe sous l'emprise de 2 monstres sacrés du cinéma français. Le réalisateur Maurice Pialat et l'acteur Gérard Depardieu. Ouais. Et c'est là que ça devient vraiment sombre. On sort du cadre contractuel pour entrer dans la mécanique des violences psychologiques et physiques sur les tournages.
Il faut dire qu'à l'époque, le cinéma français est complètement imprégné par la politique des auteurs. Ah, ce mythe du génie tourmenté. Moyen pour être atteinte. Et les méthodes de Piala dans le document font froid dans le dos. Il ne dirigeait pas ses acteurs, il les traquait. Il cherchait une prétendue vérité, mais par la terreur. Une tension permanente. Oui, il ciblait spécifiquement la jeune actrice pour la déstabiliser, pour obtenir des vraies larmes devant la caméra. Il y a cette phrase qui lui jette au visage, c'est tellement violent. Il lui dit « Tu n'es pas une actrice, tu es une image ». C'est de la destruction professionnelle en règle, ça. Quand un metteur en scène avec un tel prestige dit ça à une fille de 18 ans, il la réduit à un pur objet. Il la vide de sa substance. Voilà, il la dépossède de son talent. C'est de la domination intellectuelle maquillée en direction d'acteur. Et comme la culture de l'époque valorisait cette violence comme la marque des grands créateurs, la situation était complètement inextricable pour elle. Mais ça s'arrête même pas à la violence verbale du réalisateur. Le cauchemar devient physique avec son partenaire, Gérard Depardieu. Le summum de la star masculine intouchable. C'est ça, celui qui rapporte l'argent et se sent au-dessus de tout. Les sources listent des comportements abjects. Ça va de l'humiliation calculée, genre manger de l'ail ou des escargots juste avant des scènes intimes pour imposer son dégoût. C'est d'une bassesse incroyable. Et ça va jusqu'aux agressions physiques. Des mains baladoses qui n'avaient rien à voir avec le scénario, et lors d'une scène d'interrogatoire, de vraies gifles, répétées. Et Piala encourageait Depardieu à taper fort pour faire craquer l'actrice. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant au niveau systémique. Le point névralgique, c'est la réaction de l'équipe autour. Mais oui, c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Il y a des dizaines de techniciens sur un plateau, des cadreurs, des maquilleurs. Comment tout un groupe peut assister à du harcèlement et des gifles, et non seulement se taire, mais parfois en rire? C'est insensé, hein? C'est ce mécanisme d'aveuglement collectif qui m'échappe. En fait, l'explication est purement économique. L'équipe technique dépend financièrement du réalisateur et de la star. Depardieu et Piala sont les moteurs économiques du film. Donc on ne touche pas au portefeuille. Exactement. Si on les contrarie, le film s'arrête et tout le monde perd son salaire. Le groupe est conditionné pour protéger le pouvoir, même quand il est ultra abusif. C'est l'omerta institutionnalisée. Du coup, quand elle a essayé d'en parler lors de la promo en 1985, personne ne l'a soutenue. Aucune solidarité. Zéro. Au contraire, elle a été recadrée. Nos sources rappellent qu'on l'a traitée de petite peste qui crachait dans la soupe. Elle était vue comme ingérable. L'inversion classique de la culpabilité. Le système fait bloc, il protège le génie et punit la victime qui refuse de se taire. Et c'est pour ça que Piala et Depardieu complètent sa fameuse liste. Ah oui, pardonner, ce serait valider tout ce système en fait. C'est exactement ça. Ce serait admettre que la création artistique méritait le sacrifice de son intégrité. En fuyant ce microcosme toxique, la suite de son parcours est assez fascinante. Elle cherche un refuge en fait pour se protéger de ses prédateurs. Et ce refuge, elle va le trouver auprès d'André Joulavski, le réalisateur pour qui elle s'était endettée. Et elle entame une relation amoureuse et artistique avec lui. Sauf qu'elle a 17 ans à ce moment-là, et lui en a 43. Les documents décrivent une relation profondément fusionnelle qui va durer 17 ans. Joulavski adopte une posture de Pygmalion. Et en psychologie, ça veut dire que le mentor considère souvent l'autre comme une matière brute à modeler. Une sorte de création personnelle. Ouais. Il l'a élevé artistiquement, c'est indéniable. Il lui a offert des rôles intenses. Mais ce processus s'est accompagné d'un immense isolement. Et là, je dois t'arrêter une seconde. Parce qu'il y a un paradoxe énorme, tu vois. Dis-moi. On a une jeune femme qui s'endette d'1 million pour fuir une cage dorée. Elle affronte la brutalité de l'industrie. Et paf, elle s'engage pour 2 décennies avec un homme qui a 26 ans de plus qu'elle, qui la coupe du monde et qui contrôle ses choix. Super essentiel. La différence, selon les sociologues, c'est la notion de consentement initial et la nature de l'emprise. Elle l'a choisi, en gros. Voilà, elle reconnaît qu'elle l'a choisi, même si c'était motivé par le besoin de fuir la violence des autres. Et surtout, Joulavski ne cherchait pas à la détruire comme Piala, il cherchait à la sublimer. Sauf que cette sublimation était étouffante. Un amour qui dévore l'autonomie, quoi. Précisément, elle admet porter les cicatrices de cette relation, mais elle reconnaît aussi l'apport intellectuel énorme de cet homme. Ça montre que les dynamiques de pouvoir sont parfois très complexes. Un mentorat peut te sauver la vie et t'empêcher de respirer en même temps. Ouais, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et c'est pour ça qu'après la naissance de leur fils en 1995 et leur séparation, elle a cherché des relations très différentes, des partenariats explicites et non fusionnels, avec Jim Lemley ou Christophe Lambert. Elle voulait exister pleinement, sans se dissoudre dans l'autre. Et ce parcours de réappropriation prend une dimension carrément prophétique quand on regarde la période actuelle. La dernière partie de nos sources. C'est ça.
Le basculement culturel. On est en 2024 et 2026. La plainte de Sophie Marceau de 1985, qu'il avait fait passer pour capricieuse, est relue aujourd'hui avec une lentille totalement différente. L'histoire rattrape les intouchables finalement. Oui, les faits concernant Depardieu aujourd'hui sont accablants. Nos sources documentent une série de procès et d'audiences prévues entre 2024 et 2026, suite à de multiples plaintes pour violences sexuelles. Et les documents ressortent une interview hallucinante qu'il a donnée à Gala en 2015. Oh oui, cette interview, on lui parle des accusations de Sophie Marceau et sa réponse est édifiante. Il balaye le sujet en se qualifiant lui-même de, je cite, « prédateur et un peu con », avec amusement en plus. Un aveu déguisé en blague. Pire encore, il fait des remarques sexistes sur la façon dont elle s'habille sur les tapis rouges pour déplacer le problème. Cette archive de 2015, c'est vraiment le condensé de la masculinité hégémonique, qui se pense invulnérable. C'est l'aveu d'un homme qui sait que le système est là pour tout absorber. Il utilise le mot « prédateur » comme un trait de caractère mignon. C'est fou, la banalisation. Sauf qu'aujourd'hui, cette banalisation a complètement fracturé la société française. En observant les sources récentes, la fracture est immense. On a deux blocs qui s'affrontent. D'un côté, une défense institutionnelle massive. Emmanuel Macron, le président de la République, intervient à la télé pour défendre l'immense acteur. Et la fameuse tribune de soutien. Ouais, une soixantaine de personnalités, dont Carla Bruni, qui dénonce un lynchage médiatique. Ils invoquent la présomption d'innocence et séparent l'homme de l'artiste. Toujours d'après nos sources, bien sûr. On reste factuel. Et de l'autre côté de la faille, t'as la réaction épidermique d'une grande partie de la société et des collectifs féministes. L'indignation totale. Complètement. Pour eux, voir les élites culturelles et politiques défendre un homme accusé de telle violence, c'est perçu comme une insulte directe aux victimes. C'est la preuve que le système protège toujours l'homme puissant au détriment de la parole des femmes. C'est tellement dur de déboulonner des idoles. Mais ce qui est bluffant, c'est que Sophie Marceau n'a pas attendu ce hashtag ou cette prise de conscience pour poser ses limites. Dès 2006, elle frappe fort. En 2006, on lui propose la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, et elle refuse net. Elle justifie ça publiquement en décrivant la France comme un pays de, je cite, « contrôle et de contrôleurs ». Si l'on relie ça à la situation globale, ce refus est la clé de voûte de son évolution. À 59 ans, son constat est sans appel. Elle avait raison avec 30 ans d'avance. Elle a vu venir le truc, quoi. Refuser cette médaille, c'est rejeter une structure entière. Le système exige l'amnésie collective pour maintenir sa rentabilité. En refusant de pardonner, elle refuse cette grande hypocrisie. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie, au fond? Quand on referme ces dossiers, au-delà du glamour, l'héritage de Sophie Marceau, c'est cette intégrité féroce. C'est clair. Elle montre à quel point la souveraineté personnelle coûte cher. Savoir dire non, accepter l'ostracisme pour ne pas se trahir, c'est la forme de succès la plus rare, je trouve. Et ça nous pousse vers une réflexion bien plus large, tu vois. Notre société a vraiment érigé le pardon en vertu suprême. On te dit toujours « pardonne pour avancer ». Voilà. La religion, la psychologie de comptoir, tout te dit de pardonner pour te libérer. Mais cette injonction soulève un problème éthique énorme. Est-ce que ça sert pas juste à préserver le confort de la majorité? Le fameux « pas de vague ». On efface l'ardoise pour que les autres soient tranquilles. Exactement. Et si le refus de pardonner était en fait une nouvelle forme de justice réparatrice? Intéressant, ça. Face aux abus systémiques, garder sa colère, c'est une armure. Ne pas pardonner permet de maintenir l'anomalie visible. C'est faire jurisprudence morale pour empêcher l'histoire de se répéter pour les générations futures. C'est un acte de protection, en fait. Le refus de pardonner devient l'acte ultime de respect de soi. C'est une idée hyper puissante pour clore cette analyse. À méditer pour tous ceux qui nous écoutent, dans un monde qui exige si souvent l'oubli au nom du consensus. Parfois, refuser de tourner la page, c'est la seule façon de rester l'auteur de sa propre histoire.